Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Bonjour, je suis Dominic Dunn. Martha Stewart vient enfin de sortir de prison où elle a passé 5 mois. Sa libération met fin à un chapitre sombre de sa carrière pleine de succès. Martha Stewart, son ascension fulgurante, sa chute soudaine et sa toute nouvelle rédemption, c'est maintenant dans Crime en haute société. This morning, the federal grand jury returned a 9-count criminal indictment against Martha Stewart and Peter Bukanovic. C'est un rebondissement ahurissant dans une histoire déjà stupéfiante. Ms. Stewart and Mr. Bukanovic voluntarily surrendered earlier today and are expected to appear in court at about 3 o'clock this afternoon. Quelques mois plus tôt, lors d'une enquête sur un PDG de Wall Street soupçonné de délit d'initié, des procureurs fédéraux font une découverte surprenante. Le gouvernement a récupéré les registres du PDG et y a trouvé le nom de Martha Stewart. Cette découverte déclenche alors l'acharnement des médias et une enquête du FBI sur les affaires de cette femme qui s'était bâtie un empire en prônant les bonnes manières et le style. On a affirmé qu'il y avait eu conspiration. Était impliquée Martha Stewart et 2 autres personnes au sein de Merrill Lynch. L'une de ces personnes a décidé de collaborer avec le gouvernement. Ce témoignage, ainsi que les documents découverts par le gouvernement, mènent au début des poursuites, le 4 juin 2003. Si le gouvernement parvient à prouver ces accusations, Martha Stewart risque de passer un bon moment en prison. Elle ira sans doute en prison, et pas seulement en maison de transition. Un tel verdict détruirait l'image publique de Martha Stewart, qui vend des centaines de millions de dollars de produits dérivés à son nom. Le problème, c'est que ces produits ne présentent pas la vraie Martha Stewart. C'est une image de marque. C'est un personnage fictif qui n'a rien à voir avec la vraie vie de Martha Stewart, tout comme les personnages utilisés par les marques. J'ai toujours eu une grande admiration pour Martha Stewart et l'immense réussite qu'elle a connue dans sa vie. Il se trouve que je suis aussi un de ses amis. Il y a quelques années, j'ai déjeuné chez elle sur la terrasse de sa superbe maison dans le Maine, dont l'ancien propriétaire n'était autre que le fils d'Henry Ford. En regardant le port juste en dessous, rempli de yachts luxueux, je lui ai dit « C'est fantastique, Martha ». Elle m'a répondu, sans la moindre vantardise, « Il y a 20 ans, je n'étais qu'une simple restauratrice. » Il est clair que Martha avait fait du chemin. Martha atteint le succès en vendant une image haut de gamme d'un certain confort anglo-saxon. Mais paradoxalement, elle n'est pas née avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il faut bien garder à l'esprit que Martha Stewart n'est pas née dans les quartiers chics. Loin des pelouses soignées de la haute société du Connecticut, Martha Kostira est née dans le New Jersey de parents catholiques d'origine polonaise. Martha a toujours été très créative. On jouait souvent dans le grenier chez ses parents ou dans le jardin. On jouait à se déguiser. Dans son quartier, les autres enfants l'appellent la pauvre Martha parce qu'elle doit confectionner elle-même ses vêtements. Elle jouait souvent du piano ou elle jardinait avec son père. Elle a toujours été très créative. Pour mon mariage, elle m'a fait ce petit sac en forme de tulipe. Je n'aurais jamais cru que Martha deviendrait aussi célèbre. Je suis vraiment contente d'avoir gardé le sac. La maison de son enfance ressemble à toutes les autres, dans ce genre de banlieue résidentielle d'après-guerre. Mais derrière la porte du 86, Elm Place à Nutley, dans le New Jersey, les tensions familiales sont grandes et Martha Stewart en portera des séquelles tout au long de sa vie. Chez Martha Stewart, on était loin de la famille Ingalls. La situation familiale était extrêmement difficile. Sa famille manquait constamment d'argent et il y avait beaucoup d'enfants. Le père de Martha, Eddie Kostira, fait faire à ses 6 enfants toutes les tâches domestiques.
Ils apprennent ainsi à travailler le bois et à cultiver un potager. Ils n'aimaient sûrement pas ça à l'époque. Pendant que les autres enfants jouaient dehors, ils devaient écouter leur père en train de leur expliquer toutes ces choses. Mais au final, ça a payé. La famille d'Eddie aurait voulu qu'il devienne médecin. Mais après plusieurs emplois dans la vente, le père de Martha est devenu aigri et frustré et réputé pour son mauvais caractère. Ce sont les parents de Martha qui lui ont appris à cuisiner. Ils lui ont aussi appris à hurler sur les gens. Elle a appris tout ça à Nutley, dans le New Jersey, avant même d'avoir 10 ans. Au lycée, Martha a déjà une grande ambition et une immense énergie. Elle est brillante et fait partie des 2 seules filles dans son cours de mathématiques. Dans son livre scolaire, elle a inscrit sa devise « Je fais ce qui me plaît et ce que je fais me plaît ». Elle se concentrait sur ce qu'elle voulait. Elle voulait faire des études et réussir. À 20 minutes de Nutley, les lumières de Manhattan attirent Martha. Au lycée, elle commence à poser pour des magazines. Cette petite médiatisation et l'argent qu'elle lui rapporte lui donnent le goût de la vie face à la caméra. Martha reçoit ensuite une bourse pour le Barnard College à New York, une école d'arts libéraux réservée aux femmes. En 1961, elle épouse un étudiant en droit de Yale, Andy Stewart. 4 ans plus tard, le couple a une fille, Alexis. Martha a 24 ans. Mais Martha Costira Stewart n'est pas épanouie dans cette vie de mère au foyer. En 1968, elle obtient sa licence de courtière en bourse et devient l'une des premières femmes à Wall Street. Quand c'est devenu branché de travailler à Wall Street en mini-jupe, elle y était déjà. Pour une femme, travailler dans ce réseau très masculin n'a pas dû être facile. Je me rappelle cette époque des complets rayés, les déjeuners arrosés au club, les transactions dans les bars branchés. C'était un univers très masculin. Il fallait être une femme à poigne pour se faire sa place. Et elle y est arrivée. Au milieu des années 70, après 5 ans passés à travailler à Wall Street, Martha quitte New York avec Andy pour s'installer à Westport, dans le Connecticut. Aujourd'hui, cette ville fait partie de la Gold Coast du Connecticut, où vivent certaines des familles américaines les plus aisées. Mais en 1974, c'était encore une banlieue tranquille de classe moyenne. Cette année-là, à 33 ans, Martha lance sa propre entreprise de restauration. Et là encore, elle se trouve au bon endroit, au bon moment. Elle faisait de délicieux cookies et elle les vendait sur un petit stand à Westport. Et les gens venaient exprès à Westport le samedi pour acheter les cookies de Martha Stewart. Elle n'était pas encore célèbre, mais ses cookies l'étaient. La carrière de Martha Stewart débute dans sa petite cuisine de Westport et va devenir l'une des histoires les plus incroyables du business américain. Mais sa réussite précoce est alors marquée par un bouleversement personnel qui va l'anéantir. Au milieu des années 70, Martha Stewart et son mari Andy ont quitté New York et Wall Street pour s'installer à Westport, dans le Connecticut. Martha lance son entreprise de restauration et les talents de cuisinière qu'elle a acquis dans son enfance aux côtés de sa mère sont rapidement payants. Tout le monde voulait que Martha Stewart s'occupe de leur réception. Elle devient rapidement la restauratrice en vogue pour le beau monde de Westport. Et pourtant, elle n'y va pas de main morte sur les prix. Elle est chère, mais aux yeux de ses clients, cela la rend encore plus attractive. En 1982, Martha Stewart publie son premier livre intitulé « Entertaining ». Il s'agit d'un manuel d'instruction pour faire d'une soirée un moment amusant et stylé. Le livre rencontre un succès immédiat et est encore imprimé de nos jours. J'ai été le premier à voir le livre. J'ai ouvert le paquet et j'ai tout de suite appelé Andy en lui disant « J'espère qu'ils en ont imprimé en quantité parce que ça va avoir beaucoup de succès ». Elle explique comment recevoir 50 personnes pour un brunch, ou bien 300 personnes pour un cocktail dans l'après-midi. C'était ça, ces livres. Et c'était hallucinant, parce que jamais personne n'avait rien publié de semblable. Mais d'après un ami proche d'Andy Stewart, vivre avec Martha n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. D'après ce que je savais par son mari, elle était évidemment très créative, excellente jardinière et cuisinière. Mais elle pouvait aussi être difficile à vivre.
Elle ne tolérait aucune faiblesse, aucune hésitation. Il semble que les fantômes de son enfance n'aient pas fini de hanter Martha. Elle a en quelque sorte reconstitué le foyer dans lequel elle avait grandi à Nutley, dans le New Jersey. Avec un père autoritaire, difficile à gérer et dominateur, et une mère au comportement passif, agressif. Ces rôles étaient inversés chez Martha et Andy. Elle est devenue le père et lui la mère. En 1987, Martha a déjà publié 4 ouvrages. Cette année-là, une grande chaîne de supermarchés s'adresse à elle afin de faire reluire son image de marque bon marché en vendant des produits plus sophistiqués. Un tel arrangement lui permettrait de devenir riche et encore plus célèbre. La vie de Martha, en tout cas en surface, semble être un succès éclatant. When you set a table, when you stuff that turkey, try to think of doing it beautifully. Elle était au seuil d'une renommée nationale. Elle se préparait à partir en tournée de dédicaces pour un livre intitulé Martha Stewart Weddings. Cet ouvrage faisait l'apologie du sacrement du mariage aux États-Unis. Mais les tensions latentes dans son propre foyer commençaient à peser. Un jour, son mari lui a dit « Je sors prendre un café, je n'en ai pas pour longtemps. » Et il n'est jamais revenu. Martha est furieuse. Andy l'a quittée pour sa propre assistante. Des témoins l'ont vu dans sa voiture, errant à la recherche de cette femme pour qui Andy Stewart l'avait quittée. Et elle lui hurlait des obscénités. Le divorce de Martha a été très difficile. Ça a duré plusieurs années, ça ne se passait pas bien. Il y a eu beaucoup de confrontations et ça devenait parfois violent. Elle est même allée au bureau d'Andy à New York et a menacé de jeter une machine à écrire par la fenêtre. C'est le genre de comportement qu'elle avait. Après sa rupture en 1987, Martha concentre son énergie débordante à son entreprise en plein essor. Mais elle a maintenant la réputation d'une personne impulsive et colérique. Avec le succès et la célébrité, elle a changé. Elle est devenue moins tolérante, moins patiente. Elle pouvait être très dure avec ses employés et se mettre à hurler sur tout le monde et à balancer tout ce qu'elle avait sous la main. Lorsque son ami J.C. Suarez apprend qu'il va subir un contrôle fiscal, il est stupéfait par la réaction de Martha. Martha m'a appelé. Elle aussi allait subir un contrôle. Moi, ça me faisait peur, mais pas elle. Sa réaction a été de dire « Je leur donnerai ce que je veux, si je veux, quand je veux, qu'ils aillent se faire voir. » Martha lance son magazine en 1990 et c'est un succès immédiat. Elle a également l'idée de présenter une émission de télévision où elle donnerait des conseils, par exemple pour apprendre à tailler des rosiers ou à faire du compost. Mais cette idée ne convainc pas les producteurs. J'ai dit à Martha, il faut une émission qu'on puisse vendre dans toutes les régions du pays, même à ceux qui n'ont ni rosier ni compost. Et elle m'a répondu, ils n'en ont peut-être pas, mais ils aimeraient en avoir. Elle avait cette idée très claire, son émission devait vendre du rêve. I have a shopping list to refurbish my pantry. The sun-dried tomatoes that are so important to many of my menus in Quick Cook, those are called pumate in Italian. Martha pense pouvoir vendre aux Américains le fantasme d'un monde parfait, quelle que soit leur vie. Et lors d'une convention de programmateurs télé en 1993, elle prouve à ses détracteurs qu'elle a raison. Il y avait une immense file d'attente pour Martha, composée d'hommes et de femmes qui espéraient la voir et avoir un autographe. Là, j'ai compris que je tenais une star. La première de l'émission, Martha Stewart Living, se fait dans l'année et connaît des audiences records. Son magazine, ses livres et son émission deviennent un phénomène marketing qui fait entrer sa marque dans des millions de foyers américains. Mais certains trouvent que Martha déforme un peu trop la vérité pour la faire coller à sa nouvelle image d'américaine modèle. Dans sa carrière, elle avait un problème. Elle parlait parfois avant de réfléchir à ce qu'elle disait. Elle inventait des histoires quand elle en avait besoin. En 1996, elle déclare dans un magazine qu'elle n'a eu qu'un enfant parce que son mari a eu un cancer. Elle a transformé la vérité. Andy a bien eu un cancer, mais à la jambe. Et il en a été guéri. Rien ne l'empêchait d'avoir d'autres enfants.
C'était une époque où l'idée de la femme modèle, c'était d'avoir plusieurs enfants et de faire tout ce qu'une femme comme Martha Stewart pouvait faire. Au milieu des années 90, avec à son actif un magazine à succès, une émission de télé et une série de best-sellers, Martha Stewart a enfin atteint la réussite que son père aurait rêvé de connaître. Il lui disait toujours de viser les étoiles. Et c'est ce qu'elle a fait. Martha a vraiment du génie. Elle est partie de rien pour devenir milliardaire. Les gens étaient jaloux de Martha. Ils se disaient comment cette fille du New Jersey en est arrivée à gagner combien? 1 milliard de dollars? Celle qu'on appelait autrefois la pauvre Martha est désormais au seuil de l'univers étincelant de la richesse. Et croyez-moi, ce monde-là est plus dangereux qu'on ne l'imagine. Au mois d'octobre 1999, l'entreprise de Martha Stewart est cotée en bourse à New York. Le prix de ses actions grimpe en flèche et Martha vaut désormais 1 milliard de dollars. C'est l'apogée d'un conte de fées à l'américaine, d'une petite fille partie de rien qui arrive au sommet. Ça a vraiment été le point culminant de sa carrière. En 30 ans, elle a été mannequin, courtière en bourse, femme au foyer et est finalement devenue un gourou médiatique milliardaire. La nouvelle fortune de Martha lui permet de s'acheter un véritable trésor de biens immobiliers. Elle possède alors des maisons à plusieurs millions de dollars dans le Connecticut, les Hamptons, à Manhattan et dans le Maine avec le paradisiaque domaine de Skylands. Sa fortune lui permet également d'entrer dans le monde très élitiste de la haute société new-yorkaise où on la voit régulièrement lors des plus grandes soirées. La scène sociale à New York est pleine de gens très puissants, très riches, très influents et souvent très intéressants. Elle était dans son élément. Ma première rencontre avec Martha Stewart a eu lieu lors d'une soirée à East Hampton. Elle m'a dit que dans sa propriété du Maine, elle avait transformé une ancienne chapelle en petit auditorium et m'a demandé si j'aimerais venir y faire une lecture un jour. Je lui ai répondu que j'en serais ravi. 3 mois plus tard, lorsque j'y suis allé, elle avait fait venir toute la ville pour m'écouter. Ce qui est sûr, c'est qu'elle savait recevoir. Mais le fait de se frotter à la richesse et à la célébrité semble transformer Martha. Avant de devenir célèbre, si on l'invitait à une soirée, elle venait sans problème. L'illustrateur Jesse Suarez présente Martha à Jackie Onassis. Et il assiste à l'ivresse que lui procure son ascension sociale. Ensuite, lorsqu'elle est devenue célèbre, elle demandait toujours qui d'autre serait là. Donc je m'efforçais de trouver d'autres célébrités à inviter pour pouvoir lui dire qu'il y aurait Jackie Onassis, par exemple. Au milieu des années 90, Martha commence à apparaître au bras d'un chercheur très connu dans le domaine médical, depuis devenu homme d'affaires. Sam Waksal. C'est l'homme le plus maléfique qu'elle ait rencontré. Waksal était sorti avec Alexis, la fille de Martha, de 17 ans, sa cadette. Il lui payait son loyer, lui donnait de l'argent. Et au final, il a réussi à atteindre sa mère. Et il est en quelque sorte devenu le caniche de Martha en société. Beaucoup de gens le connaissaient parce qu'il organisait beaucoup de soirées. Il avait un grand loft en ville, fréquentait des mannequins, des jeunes gens très en vue, très branchés, parfois même de grands acteurs. En fait, c'était un nouveau riche, lui aussi, très bling-bling, qui avait de l'argent à dépenser dans de grandes soirées. Je crois même que Mick Jagger allait à ces soirées. Mais ce n'étaient pas les soirées de Brooke Astor ou de Jacqueline Kennedy Onassis. La société biopharmaceutique de Waksal est sur le point de commercialiser un traitement prometteur contre le cancer du côlon qui tue 60 000 personnes par an aux États-Unis. Les gens croyaient qu'ils allaient devenir riches avec Sam. Et Sam se servait de ça pour son ascension sociale, commerciale et politique, afin d'arriver au sommet de l'échelle. Ce que beaucoup semblent ignorer, c'est qu'avant d'entrer dans le milieu féroce de l'industrie pharmaceutique, Sam Waksal a été renvoyé de plusieurs universités différentes, qui mettaient notamment ses recherches en doute. Mais le nouveau traitement fabriqué par la société de Sam va à coup sûr faire de lui non seulement un héros, mais aussi un millionnaire.
Cet été-là, à Southampton, où les actions se distribuent comme des petits fours, Sam Waksal est l'homme à connaître sur la scène sociale. On parle de lui partout, ce qui le ravit. Mais il a un passé sombre. L'ambition ne fait en général pas bon ménage avec une éthique douteuse. On voit aussi parfois Martha en compagnie d'un jeune citadin au physique avantageux, du nom de Peter Bakanovic. Il a 23 ans de moins qu'elle, mais il partage son intérêt pour la haute société et le confort de vie. Je connais Peter depuis une vingtaine d'années. Je le voyais souvent avec sa mère à l'opéra. Peter était très ambitieux socialement. C'était un opportuniste, il voulait monter très haut. Bakanovic avait brièvement travaillé pour la société de Sam Waksal au début des années 90. En 1994, il devient courtier en bourse. Il gère le portefeuille d'actions de Waksal et fait des investissements pour des femmes haut placées, comme Martha Stewart. Sa spécialité, c'était de gérer les comptes de femmes d'âge mûr qui avaient beaucoup d'argent et aucun homme dans leur vie. C'est un peu un boulot de gigolo. Il tenait compagnie à ces femmes pour avoir accès à leur argent. Je voyais régulièrement Peter Bakanovic lors de soirées à Manhattan. Il était populaire, intelligent, avec un physique avantageux et une bonne répartie. Je l'appréciais. Selon moi, fréquenter ces gens a fini par lui faire perdre la tête. Au printemps 2001, la chute des actions en bourse donne un sérieux coup aux investisseurs moyens. Mais Sam Waksal, l'ami de Martha, est toujours en vogue à Wall Street et dans la haute société new-yorkaise. Sa société fait même la couverture d'un grand magazine financier cet été-là. Il est dit alors que la FDA, l'Agence fédérale des produits alimentaires et médicamenteux, est sur le point d'autoriser le traitement de la société de Sam. Mais au mois de décembre, Sam Waksal entend dire que la FDA est revenue sur sa décision et se prépare à rejeter l'autorisation du traitement. Notre homme d'affaires est au bord de la catastrophe financière et du drame social. Cette nouvelle était l'assurance que sa société allait s'effondrer. Il n'avait aucun autre projet que ce traitement-là. C'était le monde fabuleux de Sam, avec toutes ses maisons, ses avions, ses voyages, ses appartements, ses œuvres d'art. Tout ce dont on peut rêver, il l'avait. Et là, tout d'un coup, le gouvernement retourne sa veste et dit « En fait, non, on ne va pas autoriser votre traitement ». Sam Waksal, l'ami de Martha, sait que dès que la décision de la FDA sera rendue publique, le prix des actions de sa société s'effondrera. Le 27 décembre 2001 au matin, il décide d'agir. Il a eu la nouvelle à l'avance, donc il a vendu le plus d'actions possible. Il en a aussi vendu à sa fille, pour qu'elle les revende à sa place, afin de ne pas se faire prendre. C'était comme un missile. Sam est dans l'avion, il est touché et il s'écrase à une vitesse folle. Le même jour, alors que Sam Waksal est en pleine chute, son amie Martha Stewart, elle, vole en plein ciel au sens propre. À 10 000 mètres d'altitude, dans son jet privé, elle se rend à Mexico pour quelques jours de repos après Noël. À 13h30, elle fait une escale à San Antonio pour faire le plein. C'est là que tout a commencé. Le destin de Martha Stewart repose alors sur ce qui va se passer pendant les 5 prochaines minutes sur le tarmac de San Antonio. Le 27 décembre 2001, en route pour quelques jours de vacances, le jet privé de Martha Stewart fait escale à San Antonio. Les appels téléphoniques que Martha fait à ce moment-là sont au cœur de l'enquête du gouvernement qui suivra. This criminal case is about lying. Lying to the FBI, lying to the SEC, and lying to investors. Un peu après 13h30, Martha écoute ses messages. Sa secrétaire à New York la prévient que Peter Bakanovic a appelé dans la matinée pour lui annoncer une nouvelle inquiétante. Les actions de sa société sont sur le point de descendre en flèche. Martha a reçu le message et en gros, il disait qu'il fallait vendre les actions parce qu'elles allaient baisser. Martha rappelle immédiatement Bakanovic, mais il est en vacances. Son assistant, Douglas Faneuil, vend les actions de Martha. En se débarrassant de ces actions avant que la FDA n'annonce l'interdiction du traitement créé par Sam, Martha évite une perte d'environ 45 000 $.
Le point crucial du dossier réside dans le fait que Martha a eu des informations internes ce 27 décembre. D'après eux, Douglas Faneuil lui a dit que Sam Waksal vendait ses actions et c'est pour ça qu'elle a vendu les siennes. Mais Martha aurait-elle risqué son empire à $1 milliard juste pour ne pas en perdre 45 000? Pour moi, ce n'est pas très logique. Ms. Stewart is charged with lying to federal officials during 2 interviews conducted by prosecutors on my staff, FBI agents, and SEC attorneys. Lorsque les enquêteurs demandent à Martha pourquoi elle a vendu ses actions, celle-ci déclare qu'elle avait placé un ordre d'arrêt, c'est-à-dire un accord avec son courtier pour vendre ses actions au cas où celle-ci descendrait en dessous d'un prix donné. Elle a déclaré que sa décision avait été uniquement fondée sur cet arrangement préexistant, qui disant que si l'action passait en dessous de la barre des 60, elle vendrait tout. L'ami de Martha, Sam Waksal, finit par être condamné à 7 ans de prison pour avoir vendu ses propres actions ce 27 décembre. Les enquêteurs pensent désormais que Martha aussi a enfreint la loi. En l'interrogeant, ils étaient persuadés qu'elle mentait à propos de cet ordre d'arrêt. C'est ce qui a vraiment agacé le gouvernement dans cette affaire. Il est très possible qu'elle ait dit ça comme ça lui venait sur le moment. Oh, il y avait un ordre d'arrêt à $60, donc il devait vendre. Dans le dossier du gouvernement contre Martha Stewart, un personnage tient un rôle clé. Le jeune courtier de 26 ans, Douglas Faneuil, qui travaillait pour Peter Bakanovic. À ce moment-là, son patron était absent et c'est lui qui s'est occupé de vendre les actions de Martha. Il peut parler de conversations qu'il dit avoir eues directement avec Martha Stewart et Peter Bakanovic sur la vente de ses actions. C'est pour ça que c'est un témoin clé. Dans son entreprise, Douglas Faneuil n'était qu'un petit rouage dans l'immense engrenage boursier. Il commence par confirmer la version de Martha sur l'ordre d'arrêt, mais il suffit d'un peu de pression de la part des fédéraux pour qu'il craque et raconte tout. Faneuil déclare désormais que si Martha a vendu ses actions, c'est uniquement parce qu'il lui a dit que son ami Sam Waksal vendait toutes les siennes ce jour-là. Cela contredisait la version que Martha Stewart avait donnée aux autorités. Faneuil avoue même aux enquêteurs que Peter Bakanovic l'a payé pour qu'il confirme l'histoire de Martha à propos de l'ordre d'arrêt. D'après le dossier, on lui avait promis des jours de vacances supplémentaires et des places de cinéma ou de très petites sommes d'argent pour qu'il confirme cette version. Les fédéraux parlent donc de conspiration et d'obstruction à la justice. C'est pour cela que Martha Stewart se retrouve au tribunal. Au lieu de leur fournir un chef d'accusation, elle leur en a donné un et demi. C'est un parfait exemple d'affaire où le fait de cacher son erreur est pire que l'erreur en elle-même. C'est un peu comme le Watergate. On se fait prendre, on commence à mentir et c'est fini, on est coincé. Martha Stewart et son courtier sont inculpés de 9 chefs d'accusation pour mensonge, complot visant à entraver le cours de la justice et fraude boursière. It's a tragedy that could have been prevented if these 2 people had only done what parents have taught their children for eons. Even if you're in a tight spot, lying is not the way out. En voyant Martha à la télévision, en ce jour pluvieux, se frayer un chemin au milieu des photographes, je n'ai pu m'empêcher de penser que les fédéraux devaient prendre du plaisir à la voir se débattre dans cette épreuve pénible. C'était comme si la perspective de réduire à néant cette légende américaine leur procurait un plaisir malsain. L'enjeu était énorme pour le gouvernement aussi. Il s'en prenait à l'un des visages les plus connus de l'Amérique d'aujourd'hui, à un symbole pour beaucoup de femmes dans ce pays. C'est sans aucun doute la femme PDG la plus célèbre de tous les États-Unis. Au mois de juin 2002, 6 mois après les débats concernant la vente de ses actions, Martha Stewart subit son premier contre-interrogatoire d'une façon assez inattendue, sur le plateau de son émission de cuisine habituelle, lors de l'émission matinale sur une chaîne nationale. The latest twist in this story is the fact that your stockbroker was suspended from Merrill Lynch, and that seems to have put more focus on you in this whole situation of you selling your share of ImClone stocks on December 27th. Are you worried that what he did might further complicate matters for you? Well, again,
I have nothing to say on the matter. I'm really not at liberty to say. And as I said, I think this will all be resolved in the very near future, and I will be exonerated of any ridiculousness. J'ai regardé l'émission chez moi à New York. Martha était venue faire une salade de choux et la présentatrice l'a piégée avec ses questions. Sa façon mordante de répondre à Jane Clayson était très théâtrale. Pour une femme habituée à tout contrôler, une telle image d'elle-même a dû être une torture. La façon dont elle éminçait son chou montrait bien son niveau d'agacement. Pas étonnant que Martha soit agacée. En janvier, son courtier Peter Bakanovic produit un document qui, selon lui, appuie la version de Martha à propos de la vente de ses actions. Mais le gouvernement n'y croit pas. Ils se sont dit qu'elle essayait de fabriquer des preuves. Elle leur avait menti. Elle était coupable d'obstruction à la justice et c'est pour ça qu'ils voulaient la condamner. Le document contesté est une note de travail de la société boursière de Martha, avec une liste de ses actions. Peter Bakanovic l'a annotée en bleu. L'une de ses notes mentionne à 60. Bakanovic assure qu'elle a été ajoutée avant le jour où elle a vendu ses actions, prouvant ainsi sa version et son ordre d'arrêt. La note de Peter Bakanovic serait une bonne preuve, si elle est authentique. Mais selon le gouvernement, c'est une magouille de Bakanovic pour Martha, et il a ajouté la petite note après la vente des actions. He did that blue pen work after the investigation started, as part of his scheme with Ms. Stewart to cover up the real reason for her sale of ImClone shares. Douglas Faneuil déclare à présent qu'il n'avait aucune connaissance d'un éventuel ordre d'arrêt. Le document contesté prend donc une place centrale dans le procès de Martha Stewart. Le plaidoyer viserait donc à convaincre les jurés que cette note a été écrite après les faits, pour appuyer une version qui n'a jamais été vraie. Le jury du procès de Martha Stewart entend alors la version d'un témoin qui peut affirmer avec certitude que l'encre utilisée pour noter l'ordre d'arrêt n'est pas la même encre que l'encre bleue utilisée pour les autres marques. Robert Kurantz est l'un des rares experts en encre du pays. Pour montrer que chaque encre est unique, il marque un faux document à l'aide de 2 stylos différents. Il prélève ensuite de minuscules échantillons afin de les comparer. Il dissout l'encre à l'aide d'un solvant, puis la place sur un support spécial qui permet d'en dissocier les différents composants chimiques. Il est évident qu'on a 2 encres différentes. Grâce à une expertise quasi chirurgicale, Kurantz révèle l'identité de chaque encre. C'est un peu comme une empreinte digitale, puisque la formule de chaque encre est unique. Si l'on arrive à prouver cette unicité au jury, alors ils comprennent que les 2 encres sont différentes. Mais les avocats de Martha sont presque certains de parvenir à contrer cet argument. Le fait que les marques aient été faites avec 2 stylos différents ne prouve pas qu'elles aient été faites à une date postérieure. Ça ne vous est jamais arrivé de tomber en panne de stylo? Ou de relire vos notes et d'y ajouter quelque chose avec un autre stylo? Les avocats de Martha s'apprêtent aussi à se retourner contre l'assistant du courtier, Douglas Faneuil. Tout l'avenir de Martha dépendait de la crédibilité de son témoignage à lui. Au mois de juin 2002, Faneuil et Bakanovic sont suspendus de leur société. En octobre, Faneuil plaide coupable pour un délit mineur et reconnaît avoir accepté un paiement en échange de son silence à propos des actions de Martha. Il aurait pu être accusé des mêmes mots qu'elle, comme l'obstruction à la justice. Les avocats de Martha allaient forcément s'emparer de cette histoire pour remettre en question la crédibilité du témoignage de cet homme. Mais présenter Faneuil comme un menteur ne va pas être chose facile. Au début des années 90, alors qu'il était élève au Bennington College, Faneuil s'est fait une réputation de garçon honnête et idéaliste. Je dirais que Douglas est l'un des 5 meilleurs élèves que j'ai eus en 15 ans d'enseignement. Mark Lendler, un de ses anciens professeurs, pense que Faneuil fera très bonne impression sur le jury. Ils verront que c'est un garçon très intelligent, réfléchi, sensible, qui s'exprime bien. L'accusation la plus controversée portée contre Martha est sans doute son implication dans une fraude boursière.
C'est aussi l'accusation pour laquelle elle risque la plus lourde peine, 10 ans de prison. By putting out repeated, detailed, and fraudulent explanations for her sale of ImClone shares, she defrauded buyers and sellers of her own company's stock. D'après les enquêteurs, en affirmant qu'elle avait un accord préalable pour la vente de ses actions dans la société de Waxal, Martha a trompé les investisseurs de sa propre société. Elle aurait donc menti pour empêcher les actions de sa société de chuter aussi. Autrement dit, le fait de clamer son innocence est devenu en soi la base d'un autre délit. C'est une plaisanterie. Elle clame son innocence et ça aussi c'est un crime. Cela ressemble de plus en plus à de l'acharnement de la part des fédéraux sur Martha à cause de sa célébrité. L'usage que fait le gouvernement de la loi sur le délit d'initié est assez inhabituel. Et cela pourrait bien fournir aux avocats de Martha l'arme idéale pour ruiner le dossier de l'accusation. Si l'on arrive à démontrer des lacunes pour cette accusation-là, cela remettra aussi en doute l'accusation d'obstruction à la justice. Parce qu'en tant qu'avocat de la défense, si l'on arrive à trouver des faiblesses, on insiste dessus en espérant que ça déteigne sur le reste. Martha Stewart était dans un sale pétrin. Dans cette affaire, le gagnant emporterait tout. Si elle l'emportait, l'avenir s'annonçait bien pour elle. Mais si elle était condamnée, c'était vraiment la fin de sa carrière. Tandis que l'heure du jugement approche, tous les yeux se tournent vers le tribunal fédéral dans le centre de Manhattan, car le procès de Martha Stewart pourrait bien en entraîner d'autres. Toutes les affaires et les scandales criminels de la haute société des années 90 se cristallisaient dans le procès de Martha et dans son dénouement. La démarche des enquêteurs ayant porté contre Martha Stewart des accusations criminelles est audacieuse. Martha Stewart is being prosecuted not because of who she is, but because of what she did. Mais pour certains, cette affirmation ne tient pas la route. Je crois sans l'ombre d'un doute que le fait qu'il s'agisse de Martha Stewart est la raison même pour laquelle le gouvernement suivait cette affaire avec un tel acharnement et un tel zèle. La faute de Martha était sans doute réelle. Elle s'est pris les pieds dans son mensonge pour se couvrir au moment où la réputation de Wall Street se dégradait. Mais il y a de vrais méchants qui ont enfreint la loi et fait perdre des millions de dollars à leurs actionnaires et à leurs employés. Pour moi, Martha était très loin d'en arriver là. Le gouvernement n'ignore pas le fait qu'en condamnant Martha Stewart, l'histoire aura une grande ampleur et leur fera une publicité énorme. La question est la suivante. Qui a-t-il d'abusif là-dedans? Le gouvernement, en s'attaquant à une star comme Martha Stewart, prouve son bon usage de l'argent du contribuable et montre que les transactions douteuses ne sont pas acceptables, même de la part d'un symbole national. En poursuivant quelqu'un de très haut placé, le gouvernement envoie un message aux millions d'autres personnes qui pourraient avoir envie de commettre le même crime. C'est pour ça que l'accusation a décidé de s'en prendre à Martha Stewart. Mais la sévérité des charges portées par le gouvernement et les conséquences d'une éventuelle condamnation de Martha Stewart, la fin de sa carrière et jusqu'à 30 ans de prison, sont impressionnantes. Il y a beaucoup de gens très cupides qui ont soutiré des sommes d'argent inimaginables aux contribuables. Mais personne ne sait vraiment qui sont ces gens. Martha Stewart, tout le monde la connaît. C'est elle, c'est Martha. Et donc on se servait de son visage pour condamner toutes les affaires de ce genre. Et après des mois passés à spéculer sur son éventuelle implication dans du délit d'initié, au moment de procéder à la mise en accusation, l'accusation ne mentionne pas le délit d'initié. Le délit d'initié, c'est compliqué. Alors que l'obstruction à la justice, c'est très simple et très facile à comprendre pour un jury. Cette omission volontaire fournit du même coup aux avocats de Martha leur meilleure défense. Au fond, elle n'a commis aucun crime. Elle n'avait rien à cacher. Quel est son mobile? La honte, peut-être? La honte n'est pas un crime. Martha pourrait passer quelque temps derrière les barreaux d'une prison fédérale. Quelle impression va-t-elle faire sur le jury?
Elle va avoir l'air d'une femme complètement vulnérable, charmante et très belle, qui s'est fait embarquer dans ces histoires par des connaissances, des amis, des courtiers. Et elle va charmer le jury. Le jury peut pencher pour le gouvernement, car ils admireront le message que cela transmet. Ou bien il peut être horrifié par cette histoire, et dans ce cas, considérer Martha Stewart comme une victime, et non une coupable. Martha Stewart s'est bâti un empire en nous faisant croire à un monde idéal. Mais ses problèmes avec la justice semblent montrer qu'une telle perfection ne peut être qu'un fantasme. Là, on a vu qu'il s'agissait d'un être humain avec tous les défauts d'un être humain, et non pas d'une américaine modèle. L'univers très glamour de Martha, construit grâce à sa grande richesse, pourrait bien être lui aussi qu'une illusion. Les personnes que fréquentait Martha, comme Sam Waksal ou tous les autres opportunistes, n'étaient pas de vrais amis. Ils ont fini par l'entraîner dans leur chute, avec le sentiment qu'en tant qu'hommes, ils étaient supérieurs. If you get tired of cooking, you can go outside and grow a plant. If you get tired of growing a plant, you can go canoeing. La haute société new-yorkaise a connu une certaine jubilation lorsque Madame Parfaite s'est retrouvée le nez dans la boue, comme l'ont écrit certains. Au début, c'était un peu « youpi, Martha a enfin fait déborder sa tambouille. Martha fait un beau bazar dans sa cuisine cette fois. Comment elle va nettoyer ça maintenant ?» Mais la réalité de l'affaire a vite fait de faire taire les détracteurs, même les plus hargneux. Le gouvernement, les médias, vous et moi, on sait tous qu'elle n'a pas planifié tout ça, qu'elle a été prise dans l'engrenage sur le moment. Mais personne ne s'est fait virer, personne n'a rien perdu et au final, elle n'a rien d'un ennemi public. Après des mois passés à faire la une des journaux, considérée comme la grande méchante de Wall Street, le jury pourrait bien décider que Martha Stewart a assez payé pour son erreur. Finalement, le pire était déjà passé en termes de dommages sur sa carrière. Ses actions avaient énormément baissé. À Nutley, dans le New Jersey, où Martha fait depuis peu partie des grandes célébrités, le verdict est déjà clair pour certains de ses anciens camarades de classe. On soutient tous Martha. Pour nous tous, elle s'est fait avoir. C'est de l'acharnement. Le destin de l'une des femmes les plus puissantes d'Amérique et la vérité sur ce qui s'est passé ce jour de décembre 2001 reposera entre les mains de 12 citoyens new-yorkais. J'ignore ce qui s'est passé, et vous aussi, mais Martha le sait. Peter Bakanovic le sait, et ce sera au jury et aux juges de démêler tout ça. Martha a passé plus de 5 mois dans une prison fédérale de Virginie occidentale avant d'être libérée en février 2005. Je n'étais pas étonné d'entendre qu'elle a été une prisonnière modèle, très appréciée des autres détenus. Martha a toujours été une battante, et désormais, elle a aussi le titre de survivante. C'était Dominique Dunn. Merci de nous avoir suivis. Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Bonjour, je suis Dominique Dunn. Martha Stewart vient enfin de sortir de prison où elle a passé 5 mois. Sa libération met fin à un chapitre sombre de sa carrière pleine de succès. Martha Stewart, son ascension fulgurante, sa chute soudaine et sa toute nouvelle rédemption, c'est maintenant dans Crime en haute société. This morning, the federal grand jury returned a 9-count criminal indictment against Martha Stewart and Peter Bakanovic.
C'est un rebondissement ahurissant dans une histoire déjà stupéfiante. Ms. Stewart and Mr. Bukanovic voluntarily surrendered earlier today and are expected to appear in court at about 3 o'clock this afternoon. Quelques mois plus tôt, lors d'une enquête sur un PDG de Wall Street soupçonné de délit d'initié, des procureurs fédéraux font une découverte surprenante. Le gouvernement a récupéré les registres du PDG et y a trouvé le nom de Martha Stewart. Cette découverte déclenche alors l'acharnement des médias et une enquête du FBI sur les affaires de cette femme qui s'était bâti un empire en prônant les bonnes manières et le style. On a affirmé qu'il y avait eu conspiration. Étaient impliquées Martha Stewart et 2 autres personnes au sein de Merrill Lynch. L'une de ces personnes a décidé de collaborer avec le gouvernement. Ce témoignage, ainsi que les documents découverts par le gouvernement, mènent au début des poursuites, le 4 juin 2003. Si le gouvernement parvient à prouver ces accusations, Martha Stewart risque de passer un bon moment en prison. Elle ira sans doute en prison, et pas seulement en maison de transition. Un tel verdict détruirait l'image publique de Martha Stewart, qui vend des centaines de millions de dollars de produits dérivés à son nom. Le problème, c'est que ces produits ne présentent pas la vraie Martha Stewart. C'est une image de marque. C'est un personnage fictif qui n'a rien à voir avec la vraie vie de Martha Stewart, tout comme les personnages utilisés par les marques. J'ai toujours eu une grande admiration pour Martha Stewart et l'immense réussite qu'elle a connue dans sa vie. Il se trouve que je suis aussi un de ses amis. Il y a quelques années, j'ai déjeuné chez elle sur la terrasse de sa superbe maison dans le Maine, dont l'ancien propriétaire n'était autre que le fils d'Henry Ford. En regardant le port juste en dessous, rempli de yachts luxueux, je lui ai dit « C'est fantastique, Martha ». Elle m'a répondu, sans la moindre vantardise, « Il y a 20 ans, je n'étais qu'une simple restauratrice. » Il est clair que Martha avait fait du chemin. Martha atteint le succès en vendant une image haut de gamme d'un certain confort anglo-saxon. Mais paradoxalement, elle n'est pas née avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il faut bien garder à l'esprit que Martha Stewart n'est pas née dans les quartiers chics. Loin des pelouses soignées de la haute société du Connecticut, Martha Kostira est née dans le New Jersey de parents catholiques d'origine polonaise. Martha a toujours été très créative. On jouait souvent dans le grenier chez ses parents ou dans le jardin. On jouait à se déguiser. Dans son quartier, les autres enfants l'appellent la pauvre Martha parce qu'elle doit confectionner elle-même ses vêtements. Elle jouait souvent du piano ou elle jardinait avec son père. Elle a toujours été très créative. Pour mon mariage, elle m'a fait ce petit sac en forme de tulipe. Je n'aurais jamais cru que Martha deviendrait aussi célèbre. Je suis vraiment contente d'avoir gardé le sac. La maison de son enfance ressemble à toutes les autres, dans ce genre de banlieue résidentielle d'après-guerre. Mais derrière la porte du 86 Elm Place à Nutley, dans le New Jersey, les tensions familiales sont grandes et Martha Stewart en portera des séquelles tout au long de sa vie. Chez Martha Stewart, on était loin de la famille Ingalls. La situation familiale était extrêmement difficile. Sa famille manquait constamment d'argent et il y avait beaucoup d'enfants. Le père de Martha, Eddie Kostira, fait faire à ses 6 enfants toutes les tâches domestiques. Ils apprennent ainsi à travailler le bois et à cultiver un potager. Ils n'aimaient sûrement pas ça à l'époque. Pendant que les autres enfants jouaient dehors, ils devaient écouter leur père en train de leur expliquer toutes ces choses. Mais au final, ça a payé. La famille d'Eddie aurait voulu qu'il devienne médecin. Mais après plusieurs emplois dans la vente, le père de Martha est devenu aigri et frustré et réputé pour son mauvais caractère. Ce sont les parents de Martha qui lui ont appris à cuisiner. Ils lui ont aussi appris à hurler sur les gens. Elle a appris tout ça à Nutley, dans le New Jersey, avant même d'avoir 10 ans. Au lycée, Martha a déjà une grande ambition et une immense énergie. Elle est brillante et fait partie des 2 seules filles dans son cours de mathématiques. Dans son livre scolaire, elle a inscrit sa devise « Je fais ce qui me plaît et ce que je fais me plaît ». Elle se concentrait sur ce qu'elle voulait. Elle voulait faire des études et réussir.
À 20 minutes de Nutley, les lumières de Manhattan attirent Martha. Au lycée, elle commence à poser pour des magazines. Cette petite médiatisation et l'argent qu'elle lui rapporte lui donnent le goût de la vie face à la caméra. Martha reçoit ensuite une bourse pour le Barnard College à New York, une école d'arts libéraux réservée aux femmes. En 1961, elle épouse un étudiant en droit de Yale, Andy Stewart. 4 ans plus tard, le couple a une fille, Alexis. Martha a 24 ans. Mais Martha Costira Stewart n'est pas épanouie dans cette vie de mère au foyer. En 1968, elle obtient sa licence de courtière en bourse et devient l'une des premières femmes à Wall Street. Quand c'est devenu branché de travailler à Wall Street en mini-jupe, elle y était déjà. Pour une femme, travailler dans ce réseau très masculin n'a pas dû être facile. Je me rappelle cette époque des complets rayés, les déjeuners arrosés au club, les transactions dans les bars branchés. C'était un univers très masculin. Il fallait être une femme à poigne pour se faire sa place. Et elle y est arrivée. Au milieu des années 70, après 5 ans passés à travailler à Wall Street, Martha quitte New York avec Andy pour s'installer à Westport, dans le Connecticut. Aujourd'hui, cette ville fait partie de la Gold Coast du Connecticut, où vivent certaines des familles américaines les plus aisées. Mais en 1974, c'était encore une banlieue tranquille de classe moyenne. Cette année-là, à 33 ans, Martha lance sa propre entreprise de restauration. Et là encore, elle se trouve au bon endroit, au bon moment. Elle faisait de délicieux cookies et elle les vendait sur un petit stand à Westport. Et les gens venaient exprès à Westport le samedi pour acheter les cookies de Martha Stewart. Elle n'était pas encore célèbre, mais ses cookies l'étaient. La carrière de Martha Stewart débute dans sa petite cuisine de Westport et va devenir l'une des histoires les plus incroyables du business américain. Mais sa réussite précoce est alors marquée par un bouleversement personnel qui va l'anéantir. Au milieu des années 70, Martha Stewart et son mari Andy ont quitté New York et Wall Street pour s'installer à Westport, dans le Connecticut. Martha lance son entreprise de restauration et les talents de cuisinière qu'elle a acquis dans son enfance aux côtés de sa mère sont rapidement payants. Tout le monde voulait que Martha Stewart s'occupe de leur réception. Elle devient rapidement la restauratrice en vogue pour le beau monde de Westport. Et pourtant, elle n'y va pas de main morte sur les prix. Elle est chère, mais aux yeux de ses clients, cela la rend encore plus attractive. En 1982, Martha Stewart publie son premier livre intitulé « Entertaining ». Il s'agit d'un manuel d'instruction pour faire d'une soirée un moment amusant et stylé. Le livre rencontre un succès immédiat et est encore imprimé de nos jours. J'ai été le premier à voir le livre. J'ai ouvert le paquet et j'ai tout de suite appelé Andy en lui disant « J'espère qu'ils en ont imprimé en quantité parce que ça va avoir beaucoup de succès. » Elle explique comment recevoir 50 personnes pour un brunch, ou bien 300 personnes pour un cocktail dans l'après-midi. C'était ça, ces livres. Et c'était hallucinant, parce que jamais personne n'avait rien publié de semblable. Mais d'après un ami proche d'Andy Stewart, vivre avec Martha n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. D'après ce que je savais par son mari, elle était évidemment très créative, excellente jardinière et cuisinière. Mais elle pouvait aussi être difficile à vivre. Elle ne tolérait aucune faiblesse, aucune hésitation. Il semble que les fantômes de son enfance n'aient pas fini de hanter Martha. Elle a en quelque sorte reconstitué le foyer dans lequel elle avait grandi à Nutley, dans le New Jersey. Avec un père autoritaire, difficile à gérer et dominateur, et une mère au comportement passif-agressif. Ces rôles étaient inversés chez Martha et Andy. Elle est devenue le père et lui la mère. En 1987, Martha a déjà publié 4 ouvrages. Cette année-là, une grande chaîne de supermarchés s'adresse à elle afin de faire reluire son image de marque bon marché en vendant des produits plus sophistiqués. Un tel arrangement lui permettrait de devenir riche et encore plus célèbre. La vie de Martha, en tout cas en surface, semble être un succès éclatant. When you set a table, when you stuff that turkey, try to think of doing it beautifully.
Elle était au seuil d'une renommée nationale. Elle se préparait à partir en tournée de dédicaces pour un livre intitulé Martha Stewart Weddings. Cet ouvrage faisait l'apologie du sacrement du mariage aux États-Unis. Mais les tensions latentes dans son propre foyer commençaient à peser. Un jour, son mari lui a dit « Je sors prendre un café, je n'en ai pas pour longtemps. » Et il n'est jamais revenu. Martha est furieuse. Andy l'a quittée pour sa propre assistante. Des témoins l'ont vu dans sa voiture, errant à la recherche de cette femme pour qui Andy Stewart l'avait quitté. Et elle lui hurlait des obscénités. Le divorce de Martha a été très difficile. Ça a duré plusieurs années, ça ne se passait pas bien. Il y a eu beaucoup de confrontations et ça devenait parfois violent. Elle est même allée au bureau d'Andy à New York et a menacé de jeter une machine à écrire par la fenêtre. C'est le genre de comportement qu'elle avait. Après sa rupture en 1987, Martha concentre son énergie débordante à son entreprise en plein essor. Mais elle a maintenant la réputation d'une personne impulsive et colérique.